L'alarme de missile hurlait dans le cockpit de la capitaine Jenna Thompson, tandis que 2 chasseurs ennemis la verrouillaient depuis 6 heures. Les systèmes défensifs de son F-35 s'allumaient comme un arbre de Noël. 4 beaux jets sur le radar, tous se rapprochant rapidement, tous en train de tirer. Elle était en infériorité numérique, dépassée en manœuvre, et selon tous les manuels tactiques jamais écrits, complètement fichue. Falcon 2, vous êtes en défensive. Rompez à droite. Rompez à droite. La voix de son ailier craquait de panique dans la radio. Le premier missile passa si près qu'elle pouvait voir sa traînée d'échappement à travers sa verrière. Le deuxième détonna suffisamment près pour que des éclats criblent la peau de son appareil, déclenchant une cascade de voyants d'alerte sur ses écrans d'affichage. Elle aurait dû s'éjecter. Tous ses instincts hurlaient de tirer la poignée et d'abandonner l'appareil mourant. Au lieu de cela, elle sourit, parce que Jenna Thompson avait attendu toute sa carrière que quelqu'un la sous-estime à ce point. Les pilotes ennemis pensaient la voir. Le commandement pensait qu'elle n'était qu'un autre aviateur qui avait eu de la chance à l'entraînement. Son propre escadron l'appelait encore « recrutement diversité » dans son dos, pensant qu'elle ne pouvait pas les entendre. Ils étaient tous sur le point d'apprendre la même leçon de la manière difficile. Ce qui se passait dans les 47 minutes suivantes allait réécrire les règles du combat aérien. Comment un pilote est passé de la défensive à l'offensive, de chassé à chasseur, transformant un scénario de mort certaine en la victoire aérienne la plus décisive de la guerre moderne. Comment elle a abattu 8 chasseurs ennemis en solo en utilisant des tactiques qui n'auraient pas dû fonctionner, mais l'ont fait parce qu'elle comprenait quelque chose que ses adversaires ne comprenaient pas. Mais avant de vous montrer comment elle a fait l'impossible, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement, parce que cette histoire prouve que le pilote le plus dangereux dans le ciel est souvent celui que tout le monde sous-estime. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La salle de briefing de la base aérienne d'Afra était épaisse de tension. Le colonel Marcus se tenait à l'avant, pointant vers des images satellites qui montraient un cauchemar d'espace aérien hostile. Les pilotes assemblés, 12 des meilleurs de l'Air Force, étudiaient les renseignements avec différents degrés de préoccupation. C'est mauvais, dit et sans détour. Les renseignements confirment que les forces ennemies ont déployé leur escadron de chasseurs d'élite dans ce secteur. Ce ne sont pas des pilotes ordinaires. Ce sont leurs meilleurs diplômés de leur programme Top Gun, pilotant des Su-57 avec des systèmes d'avionique et d'armement avancés qui égalent ou dépassent nos capacités. Le major Derek Blad Carlson, le Golden Boy de l'escadron avec 17 victoires RR, se renversa sur sa chaise. Avec tout le respect dû, monsieur, il pilote toujours de la technologie russe. Nous avons des F-35, des capteurs supérieurs, une furtivité supérieure, tout supérieur. Cette confiance va faire tuer quelqu'un. Claquet. Ces pilotes se sont entraînés spécifiquement pour contrer nos tactiques. Ils connaissent notre manuel de jeu. Ils ont étudié chaque engagement que nous avons eu au cours de la dernière décennie. Ne les sous-estimez pas. Au dernier rang, la capitaine Jenna Thompson absorbait chaque mot. Elle était la seule femme dans la pièce, le membre le plus récent de l'escadron, et vivement consciente que la plupart de ses collègues pilotes pensaient qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle avait entendu les chuchotements, vu les roulements d'yeux quand elle entrait dans une pièce, ressenti l'exclusion subtile de la fraternité que les pilotes de chasse valorisaient au-dessus de presque tout le reste. Thompson appelait, l'attirant de ses pensées. Vous volez en ailier pour Carlson demain. Restez sur sa 6, suivez son lead, et pour l'amour de Dieu, n'essayez pas de jouer les héros. Ces pilotes ennemis vous dévoreront vivantes si vous rompez la formation. Oui, monsieur, répondit-elle, gardant sa voix neutre, malgré la condescendance qui dégoulinait de son ton. Après le briefing, elle se dirigea vers le hangar où son F-35, numéro de queue 327, indicatif Falcon 2, attendait dans son abri renforcé. Elle passa sa main le long de la peau de l'appareil, vérifiant les panneaux et les surfaces avec le genre d'attention que la plupart des pilotes réservaient aux listes de vérification pré-vol. Tu parles encore à ton avion, recrutement diversité. Elle se retourna pour trouver le capitaine Brad, VP, Morrison, un des hommes de Carlson, qui lui adressait un sourire narquois. Le surnom avait collé depuis son premier jour dans l'escadron, un rappel constant que beaucoup de ses pairs croyaient qu'elle n'avait réussi l'entraînement que parce que l'Air Force devait respecter des quotas. « Je m'assure juste qu'elle est prête », répondit Jenna calmement. « Tu devrais essayer parfois au lieu de supposer que ton équipe au sol est infaillible. » Peu importe. Essaie juste de ne pas faire tuer Blad demain quand il te figera sous le feu. Certains d'entre nous ont vraiment leur place dans ces cockpits. Elle le regarda s'éloigner, puis retourna son attention vers son appareil. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait,
Ce que son dossier de service était classifié trop pour qu'il puisse le voir, c'était que Jenna Thompson avait plus d'heures de vol de combat que le reste de l'escadron réuni. Elle avait volé des missions dans un espace aérien refusé qui officiellement n'avait jamais eu lieu contre des ennemis qui officiellement n'existaient pas. Elle avait enregistré des victoires qui n'apparaîtraient jamais dans aucun registre public. Elle avait demandé le transfert vers cet escadron spécifiquement parce qu'elle avait entendu dire qu'ils étaient les meilleurs. Elle voulait voler avec les meilleurs, se prouver contre les meilleurs. Au lieu de cela, elle avait trouvé un club de garçons qui mesurait la valeur par la bravade et rejetait ses capacités en fonction du genre plutôt que de la compétence. La mission de demain allait changer cela, elle pouvait le sentir. Le lendemain matin, 6 F-35 décollèrent dans l'obscurité précédant l'aube, grimpant à travers des couches de nuages vers leur secteur de patrouille. Gianna volait en position numéro 2, maintenant une formation parfaite avec l'appareil de tête de Carlson, tandis que les 4 autres chasseurs se déployaient en position de soutien. Falcon Flight. Ici Overlord. La voix du contrôleur AWACS crépita dans leur casque. Nous avons des contacts radars au relèvement 030, portée 100 miles, bouger multiples. On dirait au moins 6 cibles. Vecteur pour intercepter. Armes serrées jusqu'à ce qu'ils franchissent la frontière. Reçu Overlord, acquiesça Carlson. Falcon Flight, armez les armes, maintenez la formation. Montrons à ces types comment on fait du business. Ils réduisirent la distance rapidement, leurs capteurs avancés peignant une image de la formation ennemie bien avant la portée visuelle. 6 sur 57 volants en répartition de combat lâche. Confiants, agressifs, cherchant un combat. Ils nous voient, appela Gianna, regardant ses écrans d'affichage. Ils manœuvrent pour engager. Restez serrés, Falcon 2, ordonna Carlson. On entre en équipe, on sort en équipe. Engagement, BVR standard. Fox 3, mon signal. Mais alors qu'ils approchaient de la portée d'armes, quelque chose semblait faux. Les instincts de Gianna, aiguisés par des dizaines de vraies missions de combat qui officiellement n'avaient jamais eu lieu, hurlaient des avertissements que son esprit conscient ne pouvait pas tout à fait articuler. La formation ennemie était trop confiante, trop détendue, comme s'ils attendaient quelque chose. Falcon lead, j'obtiens des retours radars bizarres, APLATL. Contact furtif possible, multiple, relèvement. Falcon 2, maintenez la discipline radio, la coupe à Carlson. Concentrez-vous sur les cibles que nous pouvons voir. Falcon Flight, Fox 3, Fox 3. 6 missiles AIM s'en vont bondir de leur rail, filant vers la formation ennemie à Mach 4. Mais avant qu'ils ne puissent impacter, la situation tactique explosa en chaos. 4 sur 57 supplémentaires se matérialisèrent sur le radar, ayant fonctionné en mode complètement passif, invisible aux capteurs conventionnels, attendant que la formation américaine s'engage dans une attaque. C'était un piège. Ropé, ropé, hurla quelqu'un dans la radio alors que les chasseurs ennemis lançaient leurs propres missiles. Le ciel se remplit de traînées de condensation et de bruits de guerre électronique alors que les deux camps passaient complètement en mode défensif. Gianna rompit violemment à gauche alors que son alerte de menace devenait folle. 2 missiles suivant son appareil. Elle dispersa des paillettes et des leurs tout en tirant 9G, la combinaison de pression se gonflant autour de ses jambes et de son torse pour garder le sang dans son cerveau. Le premier missile acheta les paillettes, détonnant inoffensivement derrière elle. Le deuxième était plus persistant. À travers le chaos, elle pouvait entendre son escadron se fragmenter. Carlson était engagé avec 3 chasseurs. Morrison appelait en défensive. Un de leurs oiseaux avait pris un coup et laissé une traînée de fumée. La formation soigneuse s'était dissoute en une mêlée où la compétence individuelle du pilote déterminerait qui vivrait et qui mourrait. Le deuxième missile suivait toujours. Gianna roula en position inversée et tira à travers, regardant son altitude se vider alors qu'elle échangeait de l'énergie pour la survie. Au dernier moment, elle déploya des leurres et tira le manche violemment, tirant le F-35 à travers un virage qui poussa l'appareil à ses limites structurelles. Le missile ne put pas prendre le virage, détonnant assez près pour cribler son appareil d'éclat, mais pas assez près pour tuer. Falcon 2 est en défensive, APLATL, principalement pour le bénéfice de l'AWACS enregistrant l'engagement. Ce qu'elle ne dit pas, c'était que défensive était exactement là où elle voulait être. 2 sur 57 pensaient l'avoir. Ils plongeaient sur sa position, confiants dans leur avantage numérique, comptant probablement déjà la victoire. Gianna les regarda venir, calculant les angles et les taux de rapprochement avec la partie de son cerveau qui faisait cela depuis des années dans des endroits dont personne ne parlait. Elle les laissa se rapprocher.
plus près que n'importe quel pilote sain d'esprit ne le permettrait, surveillant leurs enveloppes d'armes, chronométrant leurs tirs. Quand le premier chasseur tira son canon, elle bougeait déjà, faisant rouler son appareil à travers une manœuvre de ciseaux plats qui inversa leur géométrie en quelques secondes. Soudain, elle était derrière lui. Son réticule de ciblage se posa sur son appareil comme s'il était aimanté. Elle pressa la gâchette et sentit le choc satisfaisant d'un AIM fixe quittant le rail. Le missile couvrit la courte distance en quelques secondes et le Su-57 explosa en une boule de feu qu'elle traversa, émergeant de l'autre côté pour trouver le deuxième chasseur ennemi essayant désespérément de se dégager. « Fox 2, Splash 1 », rapporta-t-elle calmement, comme si elle n'avait pas juste exécuté une manœuvre qui ferait plairer les instructeurs de vol. Le deuxième pilote de Su-57 était bon, elle devait lui accorder ça. Il passa immédiatement en défensif, lançant son appareil à travers une série de freinages à jet élevé tout en dispersant des contre-mesures. Mais Gianna faisait cela depuis plus longtemps contre de meilleurs pilotes dans des appareils qui n'avaient pas les avantages de fusion de capteurs et de ciblage du F-35. Elle resta patiente, correspondant à chacun de ses mouvements, attendant l'erreur qu'elle savait qui viendrait. Quand il essaya de grimper, espérant probablement la piéger dans un décrochage énergétique, elle prit le tir. À une autre AE-9X. Une autre boule de feu. Fox 2, Splash 2, aplatait-elle. Falcon 2 est de retour dans le combat. C'est alors qu'elle entendit la voix de Carlson, tendue par les forces G et le stress. « Je suis touché. Je suis touché. Je m'éjecte. » Elle tourna vivement la tête, cherchant visuellement, et repéra la traînée de fumée de son appareil s'arquant vers le sol. Le parachute fleurit quelques secondes plus tard. Il était sorti, mais cela signifiait que le commandement du vol revenait à celui qui pouvait prendre les commandes. « Falcon Flight, ici Falcon 2 », transmit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait fait cela avant, plusieurs fois. « Reformez sur moi. Posture défensive. Nous allons nous battre pour sortir de là systématiquement. » Négatif Falcon 2, intervint Morrison. « On se tire. Ce combat est terminé. » Annulez ça, claqua Gianna. Nous avons un pilote au sol et 6 chasseurs ennemis entre nous et la sécurité. Nous combattons à travers ou nous mourons. Votre choix, vipé. Elle n'attendit pas d'accusé de réception. 3 chasseurs ennemis convergeaient vers la position de Carlson. Ils avaient vu le parachute et appelaient probablement des forces terrestres. Gianna pointa son nez vers eux et poussa les gaz à fond, accélérant à vitesse supersonique alors qu'elle réduisait la distance. Le Su-57 de tête ne la vit jamais venir. Son radar était en mode de faible probabilité d'interception. Ses caractéristiques de furtivité F-35 la rendant presque invisible jusqu'à ce qu'elle soit déjà à portée d'armes. Fox 3, un AIM 120 depuis 30 miles, touchant le chasseur ennemi avant qu'il ne puisse réagir. Splash 3, rapporta-t-elle, manœuvrant déjà vers la cible suivante. Les 2 chasseurs restants réalisèrent finalement que le chasseur était devenu le chassé. Ils rompirent dans des directions opposées, doctrine défensive standard, essayant de diviser son attention. Mais Gianna s'était entraînée pour exactement ce scénario dans des programmes classifiés qui mettaient l'accent sur l'engagement multi-cible et la prise de décision sous pression. Elle cibla le chasseur le plus proche avec un autre AIM-120, puis bascula immédiatement sur son canon, marchant des coups vers la deuxième cible alors que les 2 pilotes ennemis essayaient désespérément d'éviter. Le missile trouva le premier chasseur, déchiquetant son aile gauche et l'envoyant dans une vrille incontrôlable. Les coups de canon trouvèrent le deuxième, cousant à travers son fuselage jusqu'à ce que quelque chose de critique explose et que l'appareil se désintègre. Splash 4 et 5, transmit Gianna, sa voix stable malgré son cœur martelant à 180 battements par minute. La position de Carlson est dégagée. Falcon 3, vous êtes le plus proche, maintenez la patrouille aérienne de combat sur son emplacement jusqu'à l'arrivée du SER. Reçu, vint la réponse. Un de ses coéquipiers d'escadron suivait maintenant son lead, reconnaissant qu'elle savait ce qu'elle faisait. Mais le combat n'était pas terminé. 3 autres Su-57 se dirigeaient vers leur position, et elle pouvait entendre le contrôleur AWACS s'avertir de chasseurs ennemis supplémentaires décollant de leur base. La situation tactique était toujours critique. Falcon 2, Overlord, appela l'AWACS. Vous êtes largement en infériorité numérique. Recommandons une sortie immédiate vers l'espace aérien ami. Gianna vérifia son carburant, son statut d'arme, ses systèmes d'appareil. Tout était encore au vert. Elle avait utilisé 4 missiles et quelques coups de canon, mais elle avait encore des dents. Et plus important encore, elle avait un avantage que ses pilotes ennemis ne connaissaient pas. Elle savait comment ils pensaient.
Elle s'était entraînée contre la doctrine russe pendant des années. Elle connaissait leur formation, leur protocole de communication, leurs tactiques préférées. Ils étaient bons, mais ils étaient prévisibles. Overlord, Falcon 2, négatif sur la sortie. Je vais les occuper pendant que le reste de mon vol sort. Falcon 2, n'engagez pas. Vous êtes un appareil contre 3 plus des renforts. Compris. Falcon 2 engage. Elle coupa la radio avant que quelqu'un ne puisse lui ordonner de se retirer, puis roula son appareil et plongea vers le pont, accélérant à puissance militaire alors qu'elle planifiait son prochain mouvement. Les 357 mordirent à l'hameçon, la suivant vers le bas, pensant probablement qu'ils pouvaient la submerger avec les nombres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que basse altitude, haute vitesse et fond radar encombré étaient exactement là où Jenna Thompson excellait. Elle avait passé des mois à voler des missions Razmod dans l'espace aérien refusé, filant à travers des vallées montagneuses et des canyons urbains, tandis que des radars hostiles la cherchaient. Ses pilotes pensaient qu'ils la chassaient. Ils avaient tort. Elle se nivela à 500 pieds, effleurant le terrain désertique si vite que les rochers et les dunes de sable devenaient flous sous ses ailes. Les chasseurs ennemis suivirent, se déployant pour la boxeur, coupant ses voies d'échappement. Doctrine standard pour un engagement 3 contre 1. Gianna attendit jusqu'à ce qu'il soit engagé, jusqu'à ce que leur géométrie soit fixée, jusqu'à ce qu'il pense l'avoir piégé. Puis elle surgit brusquement, grimpant verticalement à pleine post-combustion, laissant le sol du désert derrière elle en quelques secondes. La manœuvre soudaine confondit leurs solutions de ciblage, lui achetant 3 précieuses secondes. Elle les utilisa bien. Au sommet de sa montée, elle roula en position inversée et acquit le Su-57 de traîne. Fox 2. Un AIM-9X à courte portée. Tir cinématique. La tête chercheuse du missile suivit la signature thermique du chasseur ennemi avec une fidélité parfaite, et l'ogive détonna assez près pour que le motif de fragmentation déchiquette les surfaces de contrôle du Su-57. Splash C, aplatait-elle, plongeant déjà vers le pont, utilisant la gravité pour regagner l'énergie qu'elle avait dépensée dans la montée. Les 2 chasseurs restants essayèrent de l'encadrer, un haut, un bas, espérant la prendre en sandwich entre leurs enveloppes d'armes. Doctrine russe classique. Gianna brisa le cadre en faisant quelque chose de fou. Elle vola droit vers le chasseur inférieur, se rapprochant face à une vitesse combinée de plus de 1400 milles par heure. Ils jouèrent au poulet pendant 3 secondes qui semblèrent 3 heures. Les nerfs du pilote ennemi craquèrent en premier. Il rompit à gauche, exposant le profil de son appareil. Gianna le cousit de tirs de canon alors qu'elle filait à côté, assez près pour voir le casque du pilote dans sa vision périphérique. Splash 7, rapporta-t-elle, tirant dur pour éviter de voler dans le champ de débris de sa propre cible. Il en restait un. Le pilote du Su-57 final était soit courageux, soit stupide. Gianna ne pouvait pas dire lequel. Au lieu de fuir, il vint après elle, acceptant un engagement un contre un malgré avoir regardé méthodiquement démonter son escadron entier. Peut-être pensait-il qu'il était meilleur. Peut-être pensait-il qu'il pouvait être le héros. Peut-être qu'il ne voulait simplement pas rentrer seul. Cela n'avait pas d'importance. Ils fusionnèrent à haute vitesse, passant verrière contre verrière, assez près pour que Gianna puisse voir les yeux de l'autre pilote à travers sa visière. Puis le vrai combat de chiens commença. Un combat de couteaux tourbillonnants, tournant, à jet élevé où les décisions à la fraction de seconde signifiaient la différence entre la victoire et la mort. Le pilote ennemi était bon, meilleur que les autres. Il correspondait à son virage pour virage, la forçant à travailler pour chaque avantage, ne lui donnant jamais un tir propre. Ils vidèrent l'énergie ensemble, spiralant vers le bas de 20 000 pieds à 10, puis 5, puis si bas que Gianna pouvait distinguer les dunes de sable individuelles sous ses ailes. Sa combinaison se gonflait et se dégonflait rythmiquement. Sa respiration était contrôlée à travers des dents serrées et la sueur coulait sur son visage à l'intérieur de son casque. C'était du pilotage pur au manche et au palonnier, le genre qui séparait les grands pilotes des bons. Elle essaya un yo-yo, mais il le contra. Elle tenta une attaque en tonneau, mais il la vit venir. Chaque truc dans son manuel de jeu, il avait une réponse. Ce pilote avait étudié les tactiques américaines aussi minutieusement qu'elle avait étudié les Russes. Alors elle arrêta d'utiliser les tactiques américaines. Elle exécuta une manœuvre qu'elle avait apprise d'un instructeur israélien lors d'un programme d'échange classifié, un mouvement combiné qui n'apparaissait dans aucun manuel officiel. Elle roula en position inversée, tira à travers tout en coupant les gaz, puis alluma la post-combustion tout en roulant de nouveau en position droite, créant un bref moment où l'état énergétique de son appareil semblait s'effondrer avant de soudainement se rétablir. Le pilote ennemi mordit à l'hameçon,
tirant dur pour capitaliser sur ce qu'il pensait être son erreur. Mais elle s'était rétablie avant qu'il ne puisse faire tourner son nez. Et soudainement, son appareil était dans ses vues au lieu de l'inverse. Dernier AM-9X. Pas d'erreur cette fois. Le missile suivit fidèlement, et le Su-57 explosa en une boule de feu spectaculaire qui illumina le ciel du désert. Splash 8, transmit Gianna, sa voix fatiguée par les forges et soutenue. Falcon 2 et Winchester. Retour à la base. La radio explosa de transmission. Les contrôleurs AWACS confirmant sa victoire. Les coéquipiers d'escadron exprimant l'incrédulité. Le quartier général exigeant un débriefing tactique complet. Elle ignora la plupart, concentrée sur la simple tâche de ramener son appareil endommagé à la maison. L'engagement avait duré 47 minutes du premier au dernier tir, et elle venait juste de faire quelque chose qui serait analysé par les experts en combat aérien pendant des années. Elle avait abattu 8 chasseurs ennemis, seule contre des probabilités qui auraient dû être impossibles. Quand elle atterrit à Al-Dafra, la base entière semblait attendre sur la ligne de vol. Alors qu'elle roulait, elle pouvait voir les équipes au sol fixées, les pilotes rassemblés en groupe, les officiers supérieurs se précipitant vers son abri renforcé. Elle coupa les moteurs, passa par sa liste de vérification post-vol avec la même précision méthodique qu'elle appliquait à tout, puis ouvrit la verrière. La chaleur de l'après-midi du désert la frappa comme un coup physique, mais ce n'était rien comparé à la chaleur de tous ses yeux qui la regardaient descendre de son appareil. Elle retira son casque et ses cheveux, qu'elle gardait réglementairement courts, étaient plaqués à sa tête de sueur. Le colonel fut le premier à l'atteindre, son expression illisible. « Capitaine Thompson, vous devez vous présenter immédiatement à mon bureau pour le débriefing. Ne parlez à personne de cet engagement jusqu'à ce que nous ayons eu la chance de revoir votre caméra d'armes et vos enregistrements de données. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, sa voix stable malgré son épuisement. Mais alors qu'elle marchait vers le bâtiment des opérations, elle passa devant Morrison. Il se tenait là, la fixant comme s'il avait vu un fantôme. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose qui aurait pu être du respect ou aurait pu être de la peur. Elle ne pouvait pas dire et ne s'en souciait pas particulièrement. Le débriefing dura 6 heures. Ils passèrent en revue chaque seconde de l'engagement, examinant ses décisions, ses tactiques, son emploi des armes. Des officiers supérieurs du Pentagone se joignirent par vidéoconférence sécurisée. Les analystes du renseignement voulaient tout savoir sur les capacités et tactiques des pilotes ennemis. À travers tout cela, Gianna resta professionnelle, répondant aux questions avec la même précision calme qu'elle avait montrée dans le cockpit. Oui, elle s'était engagée contre les ordres. Oui, elle avait pris des risques inutiles. Oui, elle avait utilisé des tactiques qui n'étaient pas dans la doctrine. Et oui, elle avait à elle seule éliminé un escadron de chasseurs ennemis entiers qui avait terrorisé les appareils alliés pendant des mois. Quand ce fut finalement terminé, le colonel renvoya tout le monde et ferma la porte, ne laissant que les deux seuls dans son bureau. « Je vous dois des excuses, » dit-il sans préambule. « Je vous ai sous-estimé. J'ai laissé mes préjugés colorer mon jugement. C'était faux. »« Oui, monsieur, ça l'était, » répondit Gianna, trop fatiguée pour édulcorer, et sourit effectivement à cela. « J'ai lu votre vrai dossier de service, celui classifié, celui qui nécessitait un appel au directeur des opérations au Pentagone pour y accéder. Vous volez des missions de combat depuis 8 ans. Du vrai combat dans l'espace aérien, refusé contre des adversaires pairs. Vous avez 43 victoires confirmées qui n'apparaissent dans aucun registre public. Vous n'êtes pas un recrutement diversité qui a eu de la chance. Vous êtes l'un des pilotes de combat les plus expérimentés de toute l'Air Force. Je n'ai jamais dit que j'étais juste un recrutement diversité, monsieur. D'autres personnes ont dit ça. C'est juste. Il se renversa dans sa chaise. La question est, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi demander une affectation à un escadron régulier alors que vous pourriez voler avec les unités d'élite qui apprécient réellement vos capacités? Gianna considéra sa réponse soigneusement. Parce que j'en ai eu assez d'opérer dans l'ombre, monsieur. Je voulais voler avec des unités régulières, prouver que j'avais ma place, montrer qu'être une femme ne signifiait pas que je ne pouvais pas le faire dans un escadron de chasse. Je pensais, elle s'interrompit, puis finit. Honnêtement, je pensais que si je pouvais me prouver ici, cela pourrait ouvrir des portes pour d'autres femmes qui veulent faire ce travail. Et hocha lentement la tête. Eh bien, vous vous êtes certainement prouvé. Les images de la caméra d'armes vont être classifiées, mais le fait que vous avez abattu 8 chasseurs ennemis dans un seul engagement va fuiter. Vous êtes sur le point de devenir célèbre, que vous le vouliez ou non. Je veux juste continuer à voler, monsieur.
Et vous le ferez. Mais les choses vont être différentes maintenant. L'Air Force va vouloir vous utiliser comme instructrice, mentor, peut-être même pilote d'essai pour la prochaine génération d'appareils. Vous avez démontré des capacités que très peu de pilotes possèdent. Au cours des jours suivants, Gianna regarda son monde changer. L'escadron qu'il avait exclu voulait soudainement être son meilleur ami. Les pilotes qui s'étaient moqués d'elle s'accrochaient maintenant à chacun de ses mots dans les briefings. Morrison s'excusa même, bien qu'elle soupçonne que c'était plus pour sa carrière que par remords authentiques. Carlson, remis de son éjection avec rien d'autre qu'une fierté meurtrie, la pria par après un briefing. « J'ai besoin de dire quelque chose », commença-t-il maladroitement. « J'avais tort à votre sujet. Je pensais, eh bien, peu importe ce que je pensais. Vous m'avez sauvé la vie là-bas. Vous nous avez tous sauvé la vie et vous l'avez fait avec des compétences de vol que je ne pensais pas possibles. Merci. Vous auriez fait la même chose pour moi, répondit Gianna, bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était probablement pas vrai. Peut-être pas, admis-il, mais je le ferai à partir de maintenant. Vous l'avez gagné. Le rapport officiel d'après-action loua son pilotage exceptionnel et son sens tactique dans des conditions de combat sans précédent. Le rapport non officiel, celui qui circula à travers les canaux des pilotes de chasse et serait étudié dans chaque école d'armes, analysa ses tactiques en détail, décomposant comment elle avait transformé un désavantage numérique en une victoire décisive. Mais le changement le plus significatif vint du quartier général. Le vice-chef d'état-major de l'Air Force lui-même appela pour lui offrir un poste d'instructrice à l'école d'armes où elle enseignerait à la prochaine génération de pilotes de chasse les tactiques et techniques qu'il avait gardées en vie à travers des dizaines de missions de combat. « Nous avons besoin de pilotes comme vous pour transmettre cette connaissance », lui dit-il lors de l'appel vidéo sécurisé. Pas seulement les compétences de vol, mais l'état d'esprit, la capacité à rester calme sous pression, à prendre des décisions en millisecondes, à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des menaces. Accepterez-vous? Gianna y réfléchit pendant exactement 3 secondes. Oui, monsieur, à une condition. Laquelle? Je vole toujours des missions de combat quand c'est nécessaire. Je ne suis pas prête à être juste une instructrice encore. Le vice-chef sourit. Je pense que nous pouvons arranger ça. Capitaine Thompson. Ou devrais-je dire, Major Thompson. Votre promotion vient juste de passer. 6 mois plus tard, Gianna se tenait devant une classe de pilotes de chasse avancée à la base aérienne de Nelly. Ils étaient les meilleurs des meilleurs, soigneusement sélectionnés pour leurs compétences, leur aptitude, leur potentiel, et ils la regardaient tous avec un mélange de respect et de curiosité. « Bonjour, commença-t-elle. Je suis le Major Gianna Thompson et je vais vous enseigner comment survivre et gagner dans le combat aérien contre des adversaires pairs. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des histoires sur moi. Certaines de ces histoires sont même vraies. Mais voici ce que je veux que vous compreniez dès le départ. Je ne suis pas spécial parce que je suis une femme dans un cockpit de chasse. Je ne suis pas spécial parce que j'ai abattu 8 chasseurs ennemis dans un engagement. Je suis spécial parce que je n'ai jamais arrêté d'apprendre, jamais arrêté de m'améliorer, et je n'ai jamais laissé les attentes de quelqu'un d'autre limiter ce que je savais que je pouvais accomplir. Elle cliqua sur la première diapositive de sa présentation, montrant les images de la caméra d'armes de cet engagement au-dessus du désert. Parlons de ce qui s'est réellement passé ce jour-là et de ce que vous pouvez en apprendre. Parce que le jour où vous arrêtez d'apprendre est le jour où vous devenez prévisible. Et dans le combat aérien, prévisible signifie mort. Alors qu'elle enseignait, Gianna réalisa que c'était laquelle devait être. Pas en train de se prouver à des gens qui doutaient d'elle. Pas en train de se battre pour l'acceptation de ceux qui ne la donneraient jamais pleinement, mais ici, transmettant des connaissances qui sauveraient des vies, créant la prochaine génération de pilotes qui jugeraient sur le mérite plutôt que sur le genre, qui verraient la capacité plutôt que les stéréotypes. L'instruction de la journée couvrit tout, des manœuvres de combat de base aux engagements multi-cibles complexes. Gianna partagea les leçons apprises au combat, les erreurs qu'elle avait faites et survécues, les tactiques qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas. Ses étudiants absorbèrent tout, posant des questions pointues, remettant en question ses hypothèses, prouvant qu'il était digne de la formation qu'il recevait. Pendant une pause, une des étudiantes, une jeune lieutenant fraîchement sortie de l'école de vol, l'approcha avec hésitation. « Madame, puis-je vous demander quelque chose de personnel? »« Allez-y. Comment avez-vous géré? Je veux dire, quand les gens ne vous prenaient pas au sérieux, quand ils pensaient que vous n'aviez pas votre place, comment avez-vous géré ça sans laisser cela affecter vos performances? » Gianna sourit, se souvenant de ses propres luttes avec les mêmes questions. Je l'ai utilisé comme carburant. Chaque fois que quelqu'un doutait de moi,
Chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire sur les recrutements diversité ou questionnait si je pouvais le faire, je laissais ça me motiver à être meilleur. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, leurs opinions n'importaient pas, mais pour me prouver à moi-même que j'étais aussi bonne que je croyais l'être. Et s'ils ne vous respectent toujours pas après que vous vous êtes prouvé, alors c'est leur problème, pas le vôtre. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent ou croient. Vous ne pouvez contrôler que vos actions, vos compétences, votre professionnalisme. Concentrez-vous sur être le meilleur pilote que vous pouvez être et éventuellement les bonnes personnes le remarqueront. Ceux qui ne le font pas, ils ne valent pas votre énergie. La lieutenant hocha la tête, prenant clairement les mots à cœur. Merci, madame. J'avais besoin d'entendre ça. Alors que l'étudiante s'éloignait, Gianna réfléchit au chemin parcouru. Des missions classifiées que personne ne pouvait connaître à l'escadron qui ne voulait pas d'elle à l'engagement qui avait tout changé. Elle était passée d'être sous-estimée et rejetée à être reconnue comme l'un des pilotes de combat premier plan de l'Air Force. Mais la vraie victoire n'était pas les 8 victoires ou la promotion ou le respect qu'elle avait finalement gagné. C'était de savoir que ses actions avaient ouvert des portes pour d'autres. Que les femmes pilotes venant après elle feraient face à moins de doutes, moins de stéréotypes, moins de suppositions qu'elles ne pouvaient pas gérer le travail. Elle avait changé la conversation non par des mots, des plaintes ou des demandes d'égalité, mais par une performance indéniable quand cela comptait le plus. Ce soir-là, de retour dans ses quartiers, elle revit les images de l'entraînement de la journée. Ses étudiants étaient bons, vraiment bons. Certains d'entre eux dépasseraient probablement ses capacités un jour, et cette pensée la fit sourire. C'était tout le but de l'enseignement. Après tout, créer la prochaine génération qui serait encore meilleure que la génération actuelle. Son téléphone vibra avec un message du colonel A. Le renseignement confirme que la nation ennemie a mis au repos son escadron de chasseurs d'élite. Trop de pertes, y compris les 8 que vous avez éliminés. Quoi que vous ayez fait là-bas, ça a fonctionné. Bien joué, Major. Gianna tapa une brève réponse, puis mit le téléphone de côté. La mission était terminée. L'engagement était gagné. Mais le vrai travail, le travail de changer une culture, de prouver que la capacité n'a pas de genre, d'inspirer la prochaine génération, ce travail continuait chaque jour. Elle regarda la photo sur son bureau, prise après son premier vol solo il y a des années. Jeune, idéaliste, pleine de rêves de piloter des chasseurs et de servir son pays. Cette version d'elle-même serait fière de qui elle était devenue, non pas à cause des victoires ou de la reconnaissance, mais parce qu'elle était restée fidèle à ses principes tout en s'adaptant aux défis de la réalité. Demain, elle serait de retour dans la salle de classe, enseignant au prochain groupe de pilotes comment survivre au combat. Elle partagerait ses connaissances librement, encadrerait ceux qui voulaient apprendre et continuerait à construire un héritage qui s'étendait au-delà de ses propres accomplissements. Parce qu'au final, c'était ça qui comptait. Pas les victoires individuelles, mais l'impact durable. Pas le record qu'elle avait établi, mais les chemins qu'elle avait dégagés pour les autres. Pas les 8 chasseurs ennemis qu'elle avait abattus, mais les centaines de pilotes qu'elle avait aidés à former qui continueraient à protéger leur pays avec les compétences et l'état d'esprit qu'elle leur avait transmis. Le Major Gianna Thompson avait prouvé qu'elle était l'un des meilleurs pilotes de chasse au monde. Maintenant, elle était dédiée à s'assurer qu'elle ne serait pas la dernière. Le loup n'avait pas besoin de s'annoncer. Son dossier parlait assez fort. Et dans les cieux où la vie et la mort se décidaient en millisecondes, ce dossier résonnerait pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette histoire inspirante. Si vous avez aimé découvrir le parcours exceptionnel du Major Gianna Thompson, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour ne manquer aucune de nos histoires de femmes soldats et vétéranes extraordinaires. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et activez la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.